Bonjour Marlène Loac. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On est ravis que vous ayez accepté notre invitation. Je vous présente rapidement. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste des questions de l'EMI. Et vous avez essayé tout au long de votre carrière de mieux comprendre les différentes facettes de l'éducation aux médias et à l'information. On va commencer très concrètement. Que recouvre la notion d'EMI et comment s'est construite cette discipline dont on parle, Marlène, de plus en plus? Alors, j'aimerais vous apporter une réponse très simple, mais évidemment, je ne le ferai pas. Euh, non, en fait, je crois que vraiment, l'EMI, c'est un champ, donc c'est pas une discipline. En tout cas, en France, c'est pas une discipline, c'est un champ. Donc, pour savoir ce qu'elle recouvre et pour comprendre en fait comment on en arrive aujourd'hui à parler d'EMI, je pense que ça dépend un petit peu d'où on la regarde. Donc, je vous propose en fait trois angles de vue qui sont en fait les trois piliers de ce champ de l'éducation aux médias, ces trois façons d'exister, c'est-à-dire du point de vue institutionnel, du point de vue académique et du point de vue des pratiques éducatives. Donc ces trois façons d'exister constituent ce qu'est l'EMI et évidemment chacun de ces piliers communique, en tout cas se co-construit aussi avec les autres. Donc je vais vous proposer de vous présenter un peu l'historique d'abord d'un point de vue institutionnel. Alors, je ne vais pas m'attarder très très en détail sur tout le process, mais je pense que c'est important pour comprendre pourquoi aujourd'hui et comment aujourd'hui en fait on en parle. Alors, on peut remonter loin, mais vraiment sur la dimension institutionnelle, on va aller dans les années 70 pour deux raisons. D'abord parce que c'est le moment où se dessine cette illusion d'une société de l'information. Et à ce moment-là, la société de l'information, elle est construite vraiment dans une idée très techniciste de l'information. Donc, c'est l'idée que l'information, c'est un codage qui doit être le plus performant, le plus rapide possible, etc. Et donc, en réponse à ça, ce qu'on propose, c'est une maîtrise de l'information. Et là, tout le public ici des bibliothécaires est bien au courant de ça, avec cette idée vraiment d'une pédagogie du document, puis des apprentissages documentaires, etc. Euh, puis, petit à petit, sous l'égide de l'UNESCO notamment, mais bien parce que ça travaille en fait sur ce terrain-là, de ce terrain-là des bibliothécaires notamment. Donc, sous l'égide de l'UNESCO, cette idée de société de l'information, elle laisse peu à peu place à celle d'une société de la connaissance et du savoir. Donc, l'information n'est plus perçue comme seulement guidée par la technologie, mais bien par la connaissance. Et ça, c'est très important parce qu'on passe donc à l'idée d'une culture de l'information. Et cette idée de culture de l'information, petit à petit, nous amène avec les innovations et les développements technologiques qu'on connaît, notamment avec le numérique, à cette culture numérique dont vient de parler Hervé. Donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais juste pour dire qu'en 20 ans, donc là on est, mettons, dans les années 90, les associations professionnelles appellent à une formation, à des compétences spécifiques par rapport à cette, justement, culture de l'information. Et de ce mouvement participe notamment la reconnaissance du rôle des professeurs documentalistes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en même temps que tout ça, on voit que donc, je retourne aux années 70, les médias de masse, et notamment de l'audiovisuel, prennent en fait une place croissante dans la vie quotidienne. Et ce mouvement pour l'éducation aux médias, qui déjà existe sur le terrain en fait, se structure et commence à faire son entrée institutionnelle pour justement faire reconnaître la nécessité d'une formation à un environnement médiatique qui appelle à de nombreuses compétences, et notamment à celle de savoir se positionner en récepteur critique des contenus, quels qu'ils soient. Ça se traduit concrètement en l'idée que le public doit être un juge esthétique de la valeur culturelle des productions,
par exemple, de divertissement, cinéma, etc. C'est très centré autour du cinéma. Et en même temps, un lecteur critique et attentif au pluralisme de l'information d'actualité, puisqu'on est sur aussi un développement de différents types de réseaux, en fait, de médias d'actualité. Et donc là, on est vraiment sur l'idée de la capacité à lire et à évaluer toutes sortes de contenus médiatiques. Donc de l'image jusqu'aux news. Et c'est cette idée-là qui fédère, en fait, autour du mouvement d'éducation aux médias et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez remarqué, je parle d'éducation aux médias pour le moment, pas d'éducation aux médias et à l'information. Et je vous ai parlé juste avant du mouvement pour l'éducation à l'information. Donc voilà, on a ces deux mouvements-là. Et un peu partout, le mouvement était déjà amorcé donc, sur le terrain, ça, on en parlera après, mais on assiste donc au courant des années 80 à une institutionnalisation de cette éducation aux médias avec des degrés divers selon les contextes et les pays, etc., de reconnaissance et d'implantation d'un point de vue institutionnel. Voilà pour cette remise en perspective historique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'approche internationale de l'EMI ? Ouais. Alors, je reviendrai après sur justement, là, je vous ai présenté les deux mouvements un petit peu parallèles. Je reviendrai un peu sur ce qui va les rapprocher. Mais ce qu'on voit déjà, je vais prendre l'exemple de l'éducation aux médias, donc un de ces deux branches, puisque c'est sur celle-là que j'ai travaillé le plus spécifiquement. En fait, dans les approches internationales, il y a plusieurs façons dont cette institutionnalisation s'est faite, c'est-à-dire plusieurs façons qu'ont eu en fait les ministères très généralement de l'éducation de prendre en compte ça donc dans les curriculums scolaires. J'en ai identifié 3 modèles d'implantation donc de cette éducation média. La première qui est qui est la moins courante en fait. Et qui est la plus éloignée de ce qu'on peut vivre en France, c'est une approche que j'ai appelée intégrée, mais qui est en fait quasiment disciplinaire, c'est-à-dire que l'éducation aux médias est un domaine d'études qui est traité au même titre que les autres disciplines, donc avec des cours dédiés, avec des évaluations. Elles ont une valeur diplômante dans le cursus des élèves. Et donc, elles font appel à des injonctions institutionnelles précises, à des programmes, encore une fois, qui sont évalués, qui sont diplômants. Et du coup, forcément, en amont, à une formation des enseignants pour être, après, sur le terrain des enseignants d'éducation aux médias. Ça, c'est la première approche, donc la moins courante. La deuxième étant l'approche transversale, donc celle qui est présente en France, où elle était d'ailleurs présente exclusivement jusqu'en 2015. Après, il y a eu une autre approche qui s'est ajoutée, mais qui prône donc cette intégration d'éducation média au sein des disciplines. Donc, en fait, c'est un ajout d'aspects non formels à des structures éducatives très formelles et cadrées. Donc, ça veut dire qu'en français, on va devoir intégrer une réflexion sur les médias. En maths, on va devoir intégrer une réflexion sur les médias. Et en fait, souvent, on va mettre le média au service d'un apprentissage disciplinaire. Donc, on va, par exemple, utiliser des bulletins météo pour travailler le temps des verbes en français, pour travailler le futur, par exemple. Voilà, donc on va s'approcher plus de ce qu'on a appelé par ailleurs une éducation par les médias, où on utilise les médias à des fins didactiques. Voilà. Mais dans cette idée de transversalité, c'est aussi évidemment de questionner les enjeux des médias dans ces disciplines. Et la troisième approche, que j'ai appelée l'approche autonome, que j'ai rencontrée au Québec notamment, et plus récemment en France, parce qu'en fait, c'est ce qui a été prôné avec l'idée des EPI, par exemple, où en fait, différents acteurs éducatifs de différentes disciplines vont se retrouver autour d'un projet commun. Donc, elle est autonome des disciplines, elle se joue ailleurs, mais en même temps, elle doit se construire voilà, sur un projet commun, partagé, qui vise une série d'objectifs et de compétences qui sont identifiés, mais qui sont souvent pas tant comme une discipline peut l'être structurée dans un programme, mais plutôt
qui invitent à suivre des orientations. Donc, c'est souvent des orientations thématiques plutôt que didactiques, en lien avec des valeurs à transmettre. Donc, c'est un peu le mouvement des éducations A. On va faire l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé, etc. Et donc, l'éducation aux médias prend souvent cette forme d'approche autonome. Après, quand on regarde internationalement, au-delà des façons dont cette éducation média s'intègre dans les programmes, donc c'est-à-dire quelque part comment est-ce que l'institution admet son importance et lui fait une place, au-delà de ça, il y a aussi évidemment ce qui se joue derrière et ce qu'on va mettre en avant dans ces projets-là. Et là aussi, les approches sont très 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 différentes selon les pays, parce que justement, ça permet de répondre en fait à des enjeux de société tels qu'ils sont identifiés dans chacun des contextes où c'est mis en place. Donc par exemple, en France, l'éducation aux médias est très très portée par un projet citoyen. Donc on part du principe que pour être un citoyen responsable, raisonné, actif, etc., il faut être en maîtrise de certaines compétences qui sont en lien avec l'environnement médiatique. Au Québec, par exemple, ça va être beaucoup plus tourné vers l'idée de la communication, d'être capable d'être en communication avec le reste du monde, c'est-à-dire d'abord de se définir soi-même pour pouvoir communiquer avec les autres. Donc c'est beaucoup, ils travaillent beaucoup par exemple autour de la question de l'identité en ligne, parce que c'est structurant voilà, dans cette approche de communication. Là où nous, on va travailler plus sur les fake news, par exemple. En Australie, par exemple, qui est l'autre terrain que j'ai pu étudier, c'est très axé sur la question de la créativité. C'est-à-dire que les médias sont des contenus culturels et la capacité de s'en servir pour participer en fait à cette culture est très axée sur la capacité de créer des contenus. Donc c'est un exemple, je résume évidemment beaucoup là, mais l'idée, c'est de montrer que derrière cette même appellation, en fait, il y a beaucoup de valeurs et beaucoup d'objectifs, en fait, qui ne sont pas toujours les mêmes et qui dépendent du contexte. Mais donc, juste pour revenir sur ce mouvement d'institutionnalisation, on peut dire que donc, en France, concrètement, dès les années 80, ça conduit à la reconnaissance de la nécessité d'une éducation aux médias, d'une part, avec la création du CLEMI en 1983, qui est le centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information, mais qui à l'époque s'appelait Centre de liaison pour de l'enseignement et des moyens d'information. La première appellation, c'était celle-là. Donc, ce mouvement d'institutionnalisation-là, et en parallèle, celle d'une éducation à l'information aussi. Mais dans les deux cas, il faut attendre en fait vraiment les réformes de 2005 pour que l'éducation aux médias apparaisse dans les programmes via le socle commun de connaissances. Puis en 2015, donc encore 10 ans après, pour qu'elle prenne vraiment de la substance, c'est-à-dire qu'elle soit plus seulement encouragée, mais qu'elle soit presque obligatoire. Voilà. Alors, j'aime pas le terme obligatoire, mais disons qu'elle ait une place dans les injonctions qui sont faites aux enseignants. Les enseignants doivent aujourd'hui prendre ça en charge. Bon. Maintenant, voilà, ça c'est pour le cadre français. Maintenant, pour comprendre en fait, et là encore je parlais d'éducation média, pour comprendre le phénomène EMI, pour comprendre d'où vient la discipline EMI, qui n'est pas une discipline, il faut en fait retourner au niveau international. C'est-à-dire que alors, il y a eu une rencontre internationale organisée par l'UNESCO en 82. C'est la rencontre de Grunwald, bon, qui est connue sous ce nom-là, parce que c'est là qu'elle a eu lieu, qui a déjà pu amorcer un mouvement international explicite autour de ça. Et pour ses 25 ans d'anniversaire, donc en 2007, elle a été organisée à Paris. Et ça sont les deux moments majeurs où cette vision de l'éducation aux médias, donc comme compétence critique nécessaire pour la citoyenneté, a été posée. Je peux vous donner rapidement une définition qui a été posée donc en 2007, qui dit «
pour que la société de l'information soit une société plurielle, inclusive et participative, il est plus que jamais nécessaire de fournir à tous les citoyens, et en particulier aux jeunes, les compétences pour savoir décrypter l'information, prendre la distance nécessaire à l'analyse critique, l'utiliser et être soi-même producteur de contenu. Donc là, on ne parle pas encore vraiment d'éducation à l'information, mais dans l'agenda de Paris, donc qui ressort de cette rencontre de 2007, la définition de l'éducation aux médias est élargie à tous les supports, à toutes les technologies, et prend en compte cette compétence nouvelle qui serait liée à la maîtrise de l'information et de la communication dans les dimensions sociales, juridiques, éthiques, etc. Donc c'est vraiment en fait le rapprochement entre deux visions qui, pour le dire vite, l'une orientée vers l'analyse critique des contenus et l'autre vers la maîtrise des procédures d'accès, d'information. Voilà, c'est ce rapprochement-là qui amorce et qui concrétise après, donc en 2011, dans un rapport de l'UNESCO toujours, sur la définition des indicateurs, ce rapprochement d'éducation média et d'éducation information qui se trouve accolé dans ce que devient alors EMI, éducation aux médias et à l'information, typique du jargon de l'UNESCO, qui est Media Information Literacy en anglais. Et voilà, et donc c'est dans ce rapport de 2011 que sont placées un peu les bases de cet EMI, avec, et c'est très drôle, le fait que, en même temps qu'ils opèrent de ce rapprochement, ils soulignent le fait que ça appelle quand même à des challenges considérables en termes de conceptualisation et de définition de ce que cette EMI doit être. Et clairement, on n'a pas tout à fait accompli cette tâche encore. Mais voilà, mais donc c'est ce rapport qui conduit à la déclaration de Moscou en 2012, à l'issue de la rencontre internationale qui a lieu dans cette même ville, portant sur la maîtrise de l'information et des médias pour les sociétés du savoir. Et donc là, on voit que en fait, plus on progresse dans ces rapports et dans ces déclarations et autres, plus ça se complexifie parce que l'environnement auquel on va s'atteler est lui aussi de plus en plus complexe. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette déclaration de Moscou, c'est que la rencontre à Moscou en 2012 est organisée à la fois par le secteur communication et information de l'UNESCO et à la fois par la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques. Donc on a vraiment, même d'un point de vue humain, ce rapprochement qui s'est fait entre une éducation aux médias et une éducation à l'information. Donc pourquoi ce rapprochement a eu lieu ? Forcément autour de la question d'information qui, grâce en fait à son flou théorique, qui entoure sa définition, et grâce évidemment au fond de convergence des pratiques numériques. Donc pour résumer ça, pour conclure sur ce point, en France, l'éducation aux médias aujourd'hui, et à l'information, l'EMI aujourd'hui, recouvre à la fois les compétences de l'éducation aux médias et celles de l'éducation à l'information. Dans les programmes, ça donne aujourd'hui, par exemple, le parcours citoyen, qui a été la première mention officielle explicite de ce que serait l'EMI à l'école. Donc, elle permet, selon les sources officielles du ministère, aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétence essentielle pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Donc, comme je vous disais, c'est un parti pris français d'axer cette EMI beaucoup sur la question de citoyenneté. Sur EduSchool, on peut lire par exemple que l'objectif d'une éducation aux médias et à l'information, c'est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, de former des cyber-citoyens actifs, éclairés et responsables de demain. Plus récemment, le Conseil supérieur des programmes propose que l'enfant développe des aptitudes et des pratiques qui lui permettront de devenir un citoyen libre, éclairé et responsable, capable de s'informer, de se cultiver, d'exercer sa sensibilité et son esprit critique et d'agir de manière autonome dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Donc, il y a autour de cette EMI donc ce mouvement de rapprochement de l'éducation aux médias et de l'éducation à l'information, avec pour concrétisation aujourd'hui le fait qu'on demande qu'elle soit mise en place transversalement dans les programmes. Donc toutes les disciplines sont censées être capables de prendre en charge l'éducation aux médias et à l'information, et en même temps, on a identifié le professeur documentaliste pour être le maître d'œuvre.
de ce travail-là. Et donc ça nous ramène voilà, à cette articulation. Je vous disais, les 3 piliers étant l'institution, la recherche et les pratiques éducatives. Et forcément, elles travaillent ensemble. Et voilà. Et là, on en vient concrètement sur le terrain. Vous venez donc de poser le décor institutionnel autour de ces notions d'EMI. On a rappelé le contexte historique et les différentes approches aussi bien à l'étranger qu'en France. Marlène, on va aborder maintenant le deuxième point de cette conférence, les pratiques éducatives. Quelles sont-elles? Quelles sont ces pratiques qui concrètement sont mises en place autour de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information? Il y en a plusieurs, je pense. Oui, alors, il y en a plusieurs, et en même temps, je vous dirais, on peut déjà reprendre la même dichotomie entre une éducation aux médias et une éducation à l'information, mais en fait, différemment, parce que sur le terrain des pratiques éducatives, encore une fois, il y a un opérateur identifié de l'éducation à l'information, qui est le professeur documentaliste, à qui, encore une fois, on demande aujourd'hui de prendre en charge l'ensemble de l'EMI. Pour l'éducation aux médias, sur le terrain, on voit depuis toujours, les pratiques existent, depuis que les médias existent, des pratiques d'éducation aux médias existent, et ont été prises en charge par les éducateurs. Mais comme il n'y avait pas de cadre, d'une façon, en fait, dépendante de sa propre connaissance des médias, de ses propres objectifs, du contexte, en fait, dans lequel aussi on peut travailler, etc. Donc, on travaille sur 2 terrains différents. Maintenant, voilà, le fait que les pratiques étaient présentes bien avant l'institutionnalisation, c'est important parce que il y a eu dans l'institutionnalisation ce double mouvement, c'est-à-dire des pratiques éducatives sur le terrain qui prenaient en charge ces questions parce que ce sont des questions fondamentales et que quand on est face à une classe, ou pas que, ou même dans des centres éducatifs hors l'école, mais on est avec un public qui, de fait, arrive face à nous avec ce rapport aux médias qui est hyper complexe. Donc, la question s'est posée tout le temps, et pareil, si on regarde en fait au niveau international, elle ne s'est pas posée exactement de la même façon, mais elle s'est toujours posée pour les éducateurs. Et en fait, même là, j'ai envie de dire, et on pourrait remonter à Platon, qui déjà montre comme, à partir du moment où la communication est médiée par quelque chose, quelque support que ce soit, mais en fait, ça pose de nombreuses questions. Donc voilà, les éducateurs ont toujours pris ça déjà en charge. Et ça a poussé vers l'institutionnalisation. Donc c'est intéressant parce que c'est venu du terrain, bien que ce soit venu aussi plus du haut, j'ai envie de dire, c'est presque conjoncturel, puisque à chaque fois, pour les différents moments d'institutionnalisation du champ, c'est souvent en réponse en fait à une problématique sociale. Donc en France, typiquement, c'est pas pour rien qu'en 2015 et 2016 ont été mis en place ces parcours citoyens, etc. C'est en réponse aux attentats voilà, de 2015. De janvier 2015, c'est un peu le point de départ de beaucoup de travaux autour de l'EMI. 2015 a marqué un tournant. 2015 a marqué clairement un tournant parce que justement, comment dire, ces besoins qui venaient du bas, j'ai envie de dire, en tout cas du terrain, de vraiment là où se jouent les problématiques éducatives, a été enfin entendu, j'ai envie de dire, malheureusement de manière dramatique. Mais voilà, dans d'autres contextes, par exemple en Australie, l'institutionnalisation s'est faite de manière à peu près, c'est toujours tout dans le même temps, donc les années 80, quand ça commence à s'institutionnaliser, mais de manière plus radicale, c'est-à-dire qu'en 80, on commence à institutionnaliser, en 85, c'est dans les programmes. Voilà. Nous, en 80, on commence à institutionnaliser, en 2015, c'est dans les programmes. Voilà. Et pourquoi en Australie, ça a été si rapide? Parce que justement, c'est vraiment ce terrain, qu'est-ce qui se passait sur le terrain? C'est tout le besoin, les enjeux, en fait, de ça. Alors, en Australie, les années 80, voilà, c'est l'ouverture des frontières enfin, années 70, c'est l'ouverture des frontières, en fait, à une immigration plus diversifiée, qui jusque-là était assez limitée, en fait, aux pays, enfin, à l'Angleterre, quoi, pour le dire vite, et aux pays anglo-saxons. Au Commonwealth.
Voilà. Donc là, années 70, les frontières s'ouvrent à une immigration plus diversifiée. Donc les classes sont aussi culturellement plus hétérogènes, avec notamment aussi des allophones de toutes parts. Et donc il y avait une vraie problématique éducative sur le terrain, où on avait besoin à ce moment-là d'innovation pédagogique, d'outils pour pouvoir travailler cette hétérogénéité. Et les médias ont été un peu un des outils pour travailler ça, parce que forcément, même si ces enfants n'avaient rien de code culturel en commun, ni même la langue, ils avaient ça en commun, qu'ils partageaient tous une pratique médiatique, ils regardaient tous la télé, même si c'était pas dans la même langue, même si c'était pas les mêmes choses. Mais voilà, ça permettait aussi ça. C'est pas les seules raisons évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a toujours eu ce mouvement quand même euh, de, 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 de besoin en fait éducatif. Donc maintenant, quand on regarde le terrain des pratiques éducatives, ce qui est compliqué aussi, c'est que comme c'est pas vraiment cadré par un programme, encore une fois, je reviens en France, on va nous dire il faut faire de l'EMI de manière transversale, il faut le faire en même temps dans des projets collaboratifs d'école. On a d'autres cadres, alors là je ne parle que de l'école, mais il y a évidemment tous les autres cadres éducatifs qui aussi sont appelés à prendre ça en charge. Donc en fait, on a des pratiques très hétérogènes et qui en fait souvent sont dépendantes de l'éducateur qui les prend en charge. C'est-à-dire que comme il n'y a pas comme ce n'est pas considéré comme une discipline et qu'il n'y a pas de ligne directrice avec un programme, des ressources identifiées, officielles, des évaluations, forcément, voilà, pour parler des pratiques, c'est compliqué parce que les pratiques sont très, très, très hétérogènes. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat. Il n'y a pas, à ma connaissance, de recherches probantes qui permettent vraiment de donner une tendance générale sur comment l'EMI est mise en pratique sur le terrain éducatif. Et ça, pourquoi? Parce que, en fait, il est un peu difficile de savoir ce qui se passe sur le terrain, parce que soit on va aller observer des pratiques éducatives dans le cadre de dispositifs, donc on peut les identifier. On sait que, par exemple, les professeurs documentalistes peuvent mettre en place des projets dans leur école, mais ça, c'est très dépendant de l'équipe avec laquelle ils travaillent, etc. On a des dispositifs de classe média, on a des dispositifs de résidence de journalistes, on a tous ces dispositifs-là où on peut aller observer. Mais on va observer des pratiques déjà identifiées comme telles et cadrées par ce dispositif. On a à côté de ça moult enseignants, enseignantes qui prennent en charge l'EMI, qui font de l'EMI en classe, mais eux, en fait, on a un peu de la difficulté à les identifier parce que dans la salle de classe, ils sont tout seuls et donc c'est difficile à les identifier pour voir vraiment ce qui se passe. J'ai la chance de travailler en INSPE, donc Institut National Supérieur pour le Professorat et l'Éducation, qui est donc la formation des maîtres et maîtresses d'école et des enseignants, enseignantes de second degré. Et alors, dans le cadre de la formation, il n'y a pas de dispositif identifié, pérenne et spécifique pour former donc, ces futurs enseignants à l'EMI. Donc ça, c'est très grave, parce qu'on attend d'eux qu'ils mettent en place quelque chose pour lesquels on ne les a pas formés. Il y a évidemment ponctuellement dans certaines académies des dispositifs, encore une fois, au sein de la formation continue à l'INSPE. Il y a d'autres dispositifs à côté, j'en parlerai rapidement tout à l'heure, mais typiquement Canopé, le Clémy, etc. sont accompagnateurs là-dessus et très impliqués pour ça. Mais c'est vrai que pour la question du terrain, je suis très intéressée pour ça, à entendre ce que ceux et celles qui nous écoutent pourraient avoir à dire là-dessus. Mais pour moi, en dehors des dispositifs, en fait, ces enseignantes, enseignants, ils sont tout seuls. Donc c'est bien difficile et pour nous de savoir ce qu'ils font et pour eux de pouvoir en fait travailler ensemble ce terrain. Et c'est vrai que si je reviens à la comparaison avec d'autres pays,
il existe d'autres pays où il y a des réseaux en fait qui se sont structurés. Alors en parallèle de l'institution, c'est ça qui est très intéressant, pour que justement les enseignantes puissent travailler ensemble avec un matériau partagé, avec des ressources partagées qui sont critiquées, mises en perspective, etc. Donc je crois qu'on est à un moment où pour le terrain, c'est compliqué, parce que depuis fort longtemps, ils ont pris en charge en fait ces enjeux-là, les enjeux éducatifs de l'EMI, ils sont pris en charge depuis fort longtemps. Sauf que maintenant, en plus de leur pratique, il y a l'injonction qui vient donc de l'institutionnalisation du domaine, où on leur demande explicitement de faire des choses avec un attendu de résultat, bien qu'il n'y ait pas d'évaluation. Bon, un petit peu complexe. Mais donc, en fait, je pense que les éducateurs sont pris entre ces deux étaux, et on vit un moment où les choses sont en train de se réorganiser. C'est-à-dire que ça se structure, et en même temps, ça ne peut pas que se structurer par le haut, il faut bien sûr que ça se structure en partant des pratiques et de la réalité concrète de ce dont les éducateurs et éducatrices ont besoin, en fait, et ce qu'ils peuvent faire par rapport aux attendus des élèves qu'ils ont en face. Voilà. Justement, Marlène, peut-être pour être plus concret, comme vous le dites, parce qu'on voit bien que sur le terrain, l'EMI prend plusieurs formes. Quelles sont les pratiques dans les éducations formelles et dans les éducations informelles? Elles sont, j'imagine, diverses et variées. Elles sont diverses et variées, tout à fait. Donc, dans l'éducation formelle, il faut partir des programmes, évidemment. Donc, dans le socle commun, il est dit que tous les élèves doivent être éduqués aux médias et à l'information, sans qu'on sache trop ce qu'il y a derrière, vraiment. Ça fait partie du tronc commun désormais. Ça fait partie du tronc commun, tout à fait. Vous pouvez rappeler pour qui sont les élèves concernés? Tous les élèves sont concernés. Là, dans les dernières mesures, c'est vraiment de la maternelle au lycée. Et elle est rendue obligatoire, donc du cycle 2 au cycle 4, plus après Donc oui, c'est ça. Donc en fait, dès la maternelle jusqu'au lycée, on est censé proposer des dispositifs d'éducation aux médias. Donc il y a des dispositifs un peu événementiels, comme la semaine de la presse et des médias à l'école, où les écoles participent ou non. Il y a des résidences de journalistes, il y a la réserve citoyenne, où on peut faire appel à des personnes extérieures à l'école pour venir, en fait. Qui, par exemple? Qui? Partager leurs expériences. Alors, qui? Ça, c'est pareil, ça fait partie des grandes questions. On aimerait savoir qui. Parce que, en fait, sachant que là, depuis presque un an, on est un petit peu embêté pour faire venir des gens extérieurs à l'école, dans l'école. On l'était déjà avec le plan Vigipirate, mais là, avec le Covid, c'est pire. Mais sur la réserve citoyenne, en fait, ce sont des gens, vous et moi, qui s'inscrivent pour donner donner de leur temps pour partager leurs compétences. Donc, il y a effectivement des journalistes, il y a des professionnels de médias de différentes fonctions. Après, il est assez difficile d'avoir un retour concrètement sur cette réserve citoyenne. Est-ce qu'elle est utilisée? Comment elle est utilisée? Voilà, c'est souvent très local. Donc, en fait, il faut que chaque collectif, chaque académie puisse produire en fait des informations et des données là-dessus pour qu'on sache comment c'est utilisé. Pour le moment, je ne sais pas. Dans ces dispositifs, il y a aussi donc le fameux parcours citoyen, donc là qui a été très pris en charge et qui l'est à nouveau cette année, enfin qui sera amené à l'être de plus en plus, et encore une fois très axé sur les questions de citoyenneté, donc le parcours citoyen étant dans les EMC, dans l'éducation morale et civique. Il y a les classes médias, comme je vous disais, voilà, il y a des dispositifs en fait qui viennent renforcer et en fait qui viennent aussi donner des occasions de pouvoir traiter de l'EMI dans cette éducation formelle. Dans l'éducation informelle ou non formelle, il y a à la fois des éducations populaires qui ont toujours été très actives sur le sujet. D'ailleurs, partout dans le monde, ces associations ont été très porteuses en fait de l'éducation aux médias et porteuses vers ce mouvement d'institutionnalisation. Ce sont des associations qui portent soit sur un objet médiatique en particulier,
Par exemple, au Québec, vous allez avoir des associations de téléspectateurs, vous allez avoir des clubs de cinéma en France, des ateliers de création digitale, etc., etc. Donc ça porte vraiment spécifiquement son objet. Ou sont des associations qui portent plus des projets sociaux. Donc les projets d'inclusion, les projets stop au cliché, geek fille, etc. Où voilà, on a un objectif, on prend en charge une problématique sociale et on va aller la travailler par l'éducation aux médias et à l'information. Dans tous les cas, ces organismes donc, qui se développent en parallèle des dispositifs scolaires peuvent en fait de plus en plus, et on essaye vraiment de travailler à ça aussi dans la formation, travailler avec l'école. Je pense par exemple à Média Animation en Belgique, qui fait un travail monumental sur de la production de ressources et sur l'animation d'ateliers, etc. Ou dans une certaine mesure Fréquence École en France, qui est à Lyon, qui accompagne aussi aux besoins des formateurs. En France, le CLEMI, bien sûr, a une position un peu spéciale parce que c'est une instance officielle, sous tutelle du ministère, qui fait partie intégrante de Canopé, qui est une structure qui d'ailleurs nous est jalousée à l'international parce que c'est une structure officielle d'accompagnement donc, qui rend l'éducation aux médias et à l'information à la fois visible, à la fois concrète, et donc voilà, on sait vers qui se tourner quand on a besoin de formation ou de ressources. Donc pour ça, c'est très jalousé, jusqu'à ce qu'on montre les moyens qui sont déployés pour le faire. Là, ça les fait plutôt rire, mais bref. C'est une petite note critique, allez, j'en profite. Le message est passé. Voilà. Mais en fait, voilà. Quand je vous disais, on est à un moment aussi où les choses se complexifient, c'est parce que finalement, aussi de plus en plus de ressources, parce que c'est un sujet qui, enfin, est visible et reconnu, et parce que, comme disait Hervé tout à l'heure, en fait, ça fait partie de notre culture, donc on plonge dans cette culture-là en n'ayant pas tout à fait les outils pour la maîtriser totalement, donc forcément, ça pose un ensemble de questions à tous les niveaux. Donc, il y a de plus en plus de contenus éducatifs en ligne aussi qui sont proposés dans ce sens. Donc, ça va de la fabrique de l'info à la section éducation aux médias de l'UMNI. Ça va des ressources en ligne, donc du CLEMI ou d'autres, du CSA, de certains médias eux-mêmes, France Info, Arrêt sur Image, etc. Ça va des associations comme La Main à la Pâte, APT, où vous avez montré des sujets sur le CMA, le CRJ, les promeneurs du net. Voilà, et c'est sans parler bien sûr des réseaux des bibliothèques, médiathèques et autres centres de documentation, donc ça, vous en parlerez mieux que moi. Voilà, il y a ce foisonnement-là qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'il va être nécessaire de mettre un peu d'ordre. Ce même mouvement, en fait, s'étend aussi vers la prise en charge de ces problématiques dans les foyers. Donc, vous avez posé la question à Hervé tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on dit aux parents qui ont bien de la difficulté à gérer la relation aux écrans de leurs enfants. Eux aussi, en fait, les parents, en tant qu'éducateurs, ils sont confrontés à des discours contradictoires, très culpabilisants souvent. Alors, c'est pas le sujet, je m'attarderai peut-être pas dessus, on pourra revenir si vous voulez, mais c'est que ces parents sont aussi pris dans cet écosystème numérique, tout comme le sont les enseignants. Donc en fait, nous, on va dire adultes, sommes pris dans ce système, et c'est en ça que j'ai beaucoup apprécié la présentation d'Hervé ce matin, parce que effectivement, ça concerne tout le monde. Alors, bon, le dispositif EMI a été pensé pour les jeunes, donc plutôt dans un cadre scolaire. Mais si nous, adultes éducateurs, on se met en face de ces élèves qu'on est censé former, en n'étant pas nous-mêmes formés et conscients de toutes ces problématiques, bon, forcément, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident, d'autant que, en fait, tout le monde a un avis. Comme nous sommes tous des usagers et toutes des usagers, tout le monde a un avis. Donc, tout le monde a quelque chose à dire. Donc, à quoi est-ce qu'on se raccroche pour vraiment accompagner les élèves, les enfants ou les jeunes, comme on veut, autour de tout ça. Donc, personnellement, alors vraiment ça n'engage que moi, mais j'ai tendance à penser, et à dire du coup,
que l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas tant un programme d'enseignement, alors même que je défends la disciplinarisation, pour le coup, mais c'est plutôt une posture. En fait, on doit accompagner les individus à être dans une posture de questionnement, de remise en cause, de réflexivité, même de réflexivité critique, et que comme ça, ce faisant, finalement, on va pas, on va pas leur apprendre à gérer une situation médiatique qu'ils vivent actuellement, mais leur donner des outils pour en fait traverser toutes les différentes révolutions numériques qui nous attendent et surtout traverser aussi ce qui a tendance à être cloisonné entre ce qui serait une culture numérique, on va dire, formelle, donc à l'école, une culture numérique informelle qui se jouerait en dehors ou non formelle, alors que, évidemment, on appelle aux mêmes compétences. Donc, en fait, il faudrait que ce soit transversal. Et donc, l'idée de développer chez l'individu une posture, ça permet de dépasser les référentiels de compétences ou les pratiques singulières. C'est vraiment pour penser un accompagnement tout au long de la vie. On a bien entendu votre appel à rendre plus transversales ces pratiques autour de l'EMI, que ce soit à l'école ou hors les murs de l'école. On va aborder, Marlène, maintenant le dernier point de votre conférence. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions, les questions auxquelles vous répondrez à l'issue de cette conférence sur le chat de YouTube. La dernière partie de cette conférence, Marlène, elle est importante aussi puisqu'elle est consacrée à la recherche. C'est un point fondamental également. Oui, alors, comme je le disais en introduction, c'est le troisième pilier, en fait, sur lequel repose l'EMI, c'est-à-dire que, idéalement, quand on construit des politiques publiques éducatives, on s'appuie sur des travaux de recherche, et nos travaux de recherche s'appuient aussi sur les terrains éducatifs. Donc voilà, on a ce petit trio qui doit fonctionner ensemble, où on retrouve en fait dans le domaine académique le même mouvement que j'ai essayé d'expliquer au début, à savoir une branche d'éducation à l'information qui est... voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est l'importance de la recherche, c'est qu'évidemment, ça va nourrir le champ et ça va aussi permettre de baliser parce qu'on a tendance beaucoup dans ce champ-là à dire Faucon Yaka. Voilà, il y a beaucoup d'injonctions. Après, la recherche va permettre aussi de structurer. Donc, les pistes et les agendas de recherche qui sont actuellement pris en charge, ce sont ceux sur les questions des compétences. Donc, quelles compétences les individus développent-ils déjà dans par rapport à leur pratique, on va dire, informelle, mais quelles compétences est-ce qu'on attend aussi qu'ils puissent développer pour naviguer dans cet écosystème médiatique de manière plus... Alors, si je reprends le discours français, je dirais de manière plus raisonnée et responsable, mais j'aurais tendance à dire plus largement aussi de manière plus créative, engagée, consciente en fait de ce que ça crée et de ce que ça appelle. Les autres agendas de recherche, donc c'est sur les politiques publiques, sur les pratiques médiatiques et informationnelles des jeunes, beaucoup, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour sortir du jugement, et assez peu, alors que ce serait essentiel, sur les pratiques pédagogiques elles-mêmes et sur l'évaluation. Donc ça, ce sont les chantiers. En fait, pour les chercheurs, l'EMI, c'est un champ complexe et passionnant. Pour les politiques publiques, on va dire, c'est souvent un peu une baguette magique qu'on va agiter comme solution à bien des problèmes de société. Pour les éducateurs et les éducatrices, c'est un défi quotidien, parce qu'en fait, les jeunes ont déjà tout un tas de compétences médiatiques, ils appellent à en avoir encore plus, et la complexité de l'environnement médiatique dans lequel ils évoluent appelle à un renouvellement de cette mission éducative, parce que les enjeux évoluent. Donc, s'il fallait synthétiser, pour conclure, en gros, je dirais, et vous allez me dire, mais vous auriez dû commencer par ça, ça répond à la question.
Non, mais je dirais que l'EMI recouvre évidemment toutes les pratiques numériques, médiatiques, informationnelles des individus, et il faut partir de ça, sur tous les supports et pour tous les contenus. Donc là, si on veut être cohérent, l'EMI doit vraiment pouvoir s'attaquer à tout, sans distinction de valeur donnée à l'un ou l'autre contenu médiatique. Il n'y a pas plus de légitimité à travailler un média de l'écrit qu'un média audiovisuel. Il n'y a pas plus de valeur à accorder dans le cadre éducatif à, je sais pas, à une production de cinéma underground que à Popstar. Oh, c'est daté Popstar comme référence, je suis désolée. The Voice, voilà. Voilà. Et de fait, pour pouvoir appréhender ces différents supports et tous ces contenus, il faut travailler un ensemble de compétences. Donc les compétences de base étant savoir lire, écrire, naviguer, organiser, qui se déclinent en fonction des particularités de ces pratiques. Par exemple, le savoir lire n'appelle pas la même compétence si on travaille à partir d'un journal papier avec une ligne éditoriale propre, etc., que si on travaille un post avec hyperlien qui apparaît dans notre fil d'actualité des médias sociaux numériques. Donc, il faut pouvoir se situer par rapport à tout ça, ce qui est vraiment pas évident. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'objectif premier, c'est vraiment de se placer dans une posture de réflexivité critique où tout n'est pas pris pour acquis, ou pour neutre, ou pour transparent, où en fait, la donne de base, c'est de se dire, les médias sont des constructions. Tous les médias sont tous le fait d'un choix à un moment donné. Donc Hervé en parlait tout à l'heure avec le principe d'éditorialisation, les publicités ciblées, le principe du spectacle, etc. Tout ça permet de comprendre en fait ces choix et de comprendre comment se construit le message auquel je suis confrontée. Donc, qui a créé ce message? Pourquoi? Dans quel but? Quelles techniques sont utilisées pour attirer et pour retenir l'attention? Quels points de vue sont présentés? Comment ce message peut-il être interprété? Qu'est-ce qui manque? Etc. etc. Donc là, on n'a pas... comment dire, on n'a pas une recette magique, il n'y a pas de fiche pédagogique qui puisse traiter tout ça, mais le but, c'est vraiment de commencer à se poser des questions. Et ça, que ce soit dans le cadre formel ou informel, ça part de l'usager. C'est bien lui qui va se poser ses propres questions. Et je crois que notre mission éducative, elle est peut-être juste de l'accompagner au travers de ces questions pour aller y trouver ses réponses. Donc concrètement, c'est un peu la même démarche de travailler à l'analyse esthétique d'un film ou à des caricatures de presse, de comprendre une démarche d'investigation journalistique ou des youtubeurs dits scientifiques. En fait, plus la démarche, le questionnement, donc plus on va avancer et plus il y aura de questions. Donc, je vous donne un exemple concret. Donc, la mode, c'est de travailler sur le fake news. Et oui, il faut travailler sur le fake news. Et le petit sujet du Krish, là, montre bien ça. Mais, en fait, quand on travaille sur fake news, c'est pas suffisant d'apprendre à vérifier, à confronter ses sources, si on ne comprend pas le mécanisme qui permet que ces fake news nous arrivent. Donc, si on ne comprend pas le fonctionnement des médias sociaux numériques, des algorithmes, de la narration web, du transmédia, etc., etc., on pourra toujours travailler sur les sources, mais on risque encore de se faire avoir, en fait. J'ai des étudiantes qui m'expliquaient, par exemple, il y a 2 jours, que oui, elles varient les sources. Donc, sur Facebook, elles vont lire tantôt les articles de France Info, tantôt ceux d'une youtubeuse qu'elles suivent, tantôt les infos données par le gouvernement sur les sites officiels, etc. C'est bien, elles ont compris les sources. Mais comme elles ne se demandent pas pourquoi toutes ces sources leur sont proposées par Facebook sur leur fil d'actualité, comme elles ne comprennent pas que ce sont des infos qui leur sont destinées et qu'elles en sont la cible, alors, quelque part, elles ne pourront jamais vraiment comprendre, pas jamais, parce qu'elles vont le savoir maintenant, mais c'est que si elles s'arrêtent à cette idée de source, elles ne comprendront pas l'expérience qu'elles-mêmes font de ces informations. Donc, je crois que c'est vraiment à partir de soi, de son expérience, qu'il faut se questionner et justement parce que, comme disait Hervé, on est à la fois influencé et à la fois capable de détourner. Donc voilà, et en EMI, c'est à ça qu'on peut
tendre, donc voilà, accompagner vers les questions. Et je suis sûre que vous en posez plein, Et bien donc justement, je vous rends la parole. justement, ouais, on a pas mal de questions à vous poser. Si vous le voulez bien, on va se donner une petite quinzaine de minutes pour se livrer à ce jeu de questions-réponses. Et d'abord, je vais commencer, Marlène, avec une question très concrète posée par le PN de Livaro. À partir de quel âge peut-on éduquer à l'éducation aux médias et à l'information? Dès que l'enfant sait lire? Avant? Après? Je crois qu'on peut le faire avant parce que vraiment, c'est une démarche Donc avant, de, avant, de- avant 6 ans alors. avant 6 ans, tout à fait. Alors, à partir de 6 ans, il existe déjà des séquences pédagogiques déjà pensées qui rentrent dans les programmes, etc. Mais même avant ça, euh, en petite section de maternelle, on peut travailler avec les enfants. Alors, je peux vous donner des exemples concrets. Ça peut être Allez-y, je vous en prie. déjà Alors, c'est ce que font déjà les maîtres et maîtresses d'école quand c'est le travail sur la littérature jeunesse, à faire distinguer ce qu'est le titre, le résumé, le nom de l'auteur, etc. Mhm. Bon, on peut faire ça aussi avec des supports médiatiques, avec des journaux. Alors, les enfants, en plus, ils adorent. Là, ils commencent à découper. Alors, on leur fait découper le gros titre, l'édito, etc. Donc, on peut travailler ces choses-là. Mais même plus largement, en fait, si on est dans cette démarche de accompagner vers le questionnement, je vais vous donner un exemple qui me donne la chair de poule à chaque fois que j'en parle. Dans une classe de petite section, des enfants qui commencent à manipuler. Non, c'est une classe de moyenne section, pardon, qui commencent à manipuler l'outil euh, euh, scriptural. Et donc, ils apprennent à écrire. Et l'instituteur les fait travailler de temps en temps avec Twitter. Donc, se met en place la discussion autour de chaque semaine, on fait un bilan de quelle est l'information qui est importante cette semaine pour la classe. Donc déjà, vous voyez, on peut travailler là la hiérarchisation de l'importance de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer de notre activité, qu'est-ce qu'on va montrer de notre classe, comment on va se mettre en scène. Donc Twitter, c'est quelques mots, donc ils travaillent ensemble euh, à écrire une phrase. Et puis là, dans cet exemple concret, au moment donc où l'événement a été identifié, la phrase a été écrite, au moment de poster, donc on se demande, ok, ça c'est ce qui s'est passé dans la classe, ça c'est la façon dont on l'a résumé, donc on a éditorialisé la chose. Euh, Maintenant, on va le rendre public, donc on va le partager à d'autres. Et des enfants de moyenne section sont capables de réfléchir ensemble si ça, oui ou non, ça doit être public, parce que oui, ça va avoir une incidence sur les élèves qui sont concernés, parce que ceux en dehors de la classe vont en prendre connaissance et donc vont avoir un jugement sur ces élèves, etc. Donc vous voyez, c'est qu'en fait, à partir du moment où on travaille à partir des questionnements, on peut travailler dès que l'enfant y parle. Une question très concrète également de Sabrina. Est-ce que l'éducation aux médias et à l'information pourrait prendre des formes différentes dans les bibliothèques pour toucher peut-être plus de public, mais aussi pour l'aborder avec des angles nouveaux, avec d'autres méthodes peut-être plus ludiques finalement? Euh, alors, c'est toujours pareil, ça dépend quel est l'objectif. Je suppose que si le cadre est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'un résultat spécifique qui a été identifié par un cadre qui est imposé, évidemment, la liberté, elle est toute ouverte. Ce qui en fait contraint la liberté de faire des choses différentes, innovantes, créatives, etc., c'est bien le cadre, en fait, qui nous contraint. S'il n'y a pas de contrainte de cadre, dans la bibliothèque, on a cette liberté-là. Après, c'est que dépendamment le public qu'on va avoir, enfin, c'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, de se ramener à cette idée que on veut mettre dans une posture, en fait, on peut tout se permettre à partir de là. Ce qu'on veut, c'est amener les usagers à se poser des questions. Et en fait, s'ils se posent des questions, ça va être à partir de leur propre pratique. Donc là, quelque part, alors c'est très déstabilisant pour l'éducateur, l'éducatrice que nous sommes, parce que c'est eux qui vont dicter la ligne conductrice du travail qu'on va faire avec eux, mais en même temps, tout est permis à ce moment-là.
Justement, vous parliez plus de posture que de discipline. Une question de Caroline. Si l'EMI est finalement une posture, quel terme pourriez-vous proposer à la place d'EMI ou en complément pour que tout le monde s'approprie cette pratique au-delà du contexte éducatif, pour que ça devienne peut-être plus grand public? Oh, que c'est difficile. C'est une bonne question, Euh, c'est une bonne c'est question. une très bonne question. Euh, déjà, je n'ai pas du tout la prétention de proposer autre chose que ce qui est déjà là. Et de fait, je pense que c'est déjà assez compliqué de se retrouver tous sous cette appellation-là. Je ne m'aventurerai pas à en proposer une autre. Euh, je dirais juste que peut-être le fait qu'on soit encore un peu dans un champ qui n'est pas tout à fait structuré, qui n'est pas tout à fait balisé, bah, ça nous laisse un peu cette marge de manœuvre encore de décider de ce qu'on peut y mettre dedans. Euh, Après, l'idée de posture, je trouve que ça permet euh, un peu de savoir où on va et de s'appliquer effectivement au cadre formel, non formel, de donner un cadre aux parents, de donner un cadre aux éducateurs hors l'école, etc. Maintenant, il y a un ensemble de savoirs. Ce dont parlait Hervé aussi tout à l'heure, avec le fait que les bibliothèques vont pouvoir rassembler toute cette littérature sous le terme de culture numérique. Bon, ça étant disponible, on a matière à faire des choses très concrètes. Mais l'idée de la posture, en fait, c'est aussi pour se ramener toujours au fait que ça part forcément de la pratique des gens qu'on a en face de nous. Donc, j'ai pas de réponse, en fait, vraiment à donner là, parce que je me sentirais pas de proposer un autre terme qui, je pense, apporterait plus de confusion, en fait, qu'autre chose. Mais on peut quand même garder en tête ça, même si on appelle ça de l'émi, ça marche quand même. Hein. Une autre question d'Émilie. Est-ce qu'on observe des postures différentes entre les acteurs qui travaillent autour de l'EMI? Est-ce que si les professeurs ont des attentes sur des compétences à acquérir précises en bibliothèque, est-ce que c'est plus autour de la curiosité et de l'éveil? Je suis pas sûre d'avoir bien saisi la Alors, question. déjà, première question d'Émilie. Est-ce que chacun, vous l'avez dit, c'est pas évident de comprendre, chacun a ses pratiques, chacun a ses méthodes, mais est-ce qu'il y a des postures différentes entre les acteurs, les personnes qui travaillent autour de l'EMI? Ouais, alors, je pense que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que au niveau international, c'est le cas. Effectivement, on ne fait pas de l'EMI pour les mêmes raisons et avec les mêmes objectifs, voilà, suivant Je les. crois que la question d'Émilie est plus en France. Est-ce qu'il y a Ouais. vraiment des courants, des philosophies différentes, quoi? Alors, oui, effectivement. En fait, quand on regarde les différents projets qu'ils peuvent mettre en place, on arrive à identifier quatre et un cinquième qui n'est pas tout à fait clair encore, mais grand mouvement en fait sur la façon dont on va se positionner dans ce projet. Je vais passer très très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est hyper important ces mouvements-là parce que effectivement, on peut les retrouver en fait quand une intention éducative rencontre un courant de recherche sur les médias, c'est-à-dire ce qu'on sait des médias à un moment donné. Les études sur les médias sont très très larges. Et donc, quand on fait rencontrer cette intention éducative avec un dispositif médiatique ou un contenu spécifique vu d'une certaine façon, ça donne un de ces courants. Donc, je vous donne des exemples. Le premier courant, qui est le plus emprunté, on va dire, ce qu'on appelle le courant protectionniste. En fait, on part du principe que effectivement les médias ont une influence sur les individus et que notre intention éducative, c'est de protéger ces individus face à cette influence. Donc là, on va avoir cette posture-là de armer les élèves avec lesquels on travaille pour qu'ils soient plus compétents pour résister en fait à cette menace. Je mets des guillemets, hein, mais je vous l'ai dit, je le fais très très synthétique. Voilà. Il y a un autre courant où on va être à partir du principe que donc les médias sont des faiseurs de discours, donc ils construisent le monde tel qu'on nous le donne à voir, et souvent plutôt dans le sens
d'une domination idéologique particulière. Et donc, l'intention éducative qui va être avec ça, c'est de voir comment on peut sortir de cette manipulation, en quelque sorte, qui présente le monde d'une certaine façon. Donc là, ça va être tous les projets. On va essayer de travailler sur, par exemple, la représentation de la figure féminine dans les contenus médiatiques, qu'on va critiquer, discuter, etc. Donc ça, c'est le courant critique. On va avoir un courant qui est très en lien avec l'esthétique, en fait, de l'image. Donc voir comment on crée du sens par l'esthétique. Et là, les courants de travail d'éducation au cinéma, par exemple, sont beaucoup là-dedans. Et puis, on va avoir un courant qui sera plus vraiment spécifique, en fait, à la question journalistique, c'est-à-dire, on part du principe que, effectivement, ce processus d'éditorialisation, c'est une façon d'écrire le monde, d'orienter notre attention sur des choses, voilà. Et donc là, l'intention éducative, c'est de faire prendre conscience, de la façon dont se structurent ces médias pour pouvoir mieux les comparer, les articuler, etc. Donc on a une approche un peu plus politique. Voilà, pour le dire vite. Une question très concrète également posée par la médiathèque de Potigny. Les partenariats avec l'éducation nationale et les médiathèques existent déjà dans d'autres domaines de compétences. Alors, comment nous positionner sur le sujet de l'EMI en tant que médiathécaire ? C'est une très bonne question. La question de l'articulation, elle est à la fois complexe parce que... C'est subtil. Ouais, mais en même temps, on se positionne en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait déjà cette démarche de compréhension et de déstructuration un peu de l'écosystème médiatique pour mieux le comprendre, on a en main toutes les clés et les compétences dont ont besoin en fait aussi les éducateurs qui veulent se lancer dans ces projets-là. Donc après, ça c'est sur le fond. Concrètement, comment faire des partenariats avec l'école, ça c'est une question politique en fait. Il n'y répondra pas. Une autre question. Les professeurs des écoles, les instituteurs n'ont souvent pas beaucoup le temps. Est-ce que l'éducation aux médias et à l'information, ça peut souvent paraître comme le parent pauvre du tronc commun, la discipline qu'on fait sauter quand on n'a plus le temps et on fait passer peut-être d'autres disciplines comme le sport ou les arts plastiques avant. C'est peut-être la dernière des disciplines en termes de considération par le corps enseignant. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière. C'est une question, hein. En tout cas, c'est sûr que ça dépend en fait des enseignants et des enseignantes. Il y en a qui se sentent bien à l'aise déjà de faire des choses et d'autres non. Et là, je reviens à la formation, c'est-à-dire que dans leur formation, pour accéder à ce poste-là, ils font de la didactique des maths, de la didactique du français, ils font de l'art plastique, du SVT, de l'histoire géo, du sport, et ils ne font pas d'EMI. Donc forcément, je pense que déjà en début de carrière, c'est plus difficile de faire des choses pour lesquelles on n'est pas formé. Et puis par la suite, ça prend vraiment la volonté de l'éducateur, éducatrice. Et là-dessus, pour le coup, il commence à y avoir des travaux qui essayent de comprendre en fait qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, quelqu'un va se lancer dans ce projet-là plutôt qu'un autre, parce que c'est ça. Pour le moment, malgré le fait que ce soit rendu visible dans les programmes, ça reste quand même, en tout cas au niveau de l'élémentaire, ça reste très dépendant de l'enseignant-enseignante. Et après, au niveau du secondaire, c'est un peu différent. Mais c'est toute la complexité de toutes ces éducations A, en fait, aussi, parce qu'elles n'ont pas ce cadre formel et parce qu'il n'y a pas le processus d'évaluation qui suit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il le faut pour le concrétiser ? Peut-être. Mais c'est sûr que pour le moment, c'est quelque chose qui peut rester optionnel dans la pratique éducative, malheureusement.
Marlène, une dernière question parce que l'heure tourne. On l'a vu dans les reportages qui ont précédé votre intervention. Certaines structures comme le CRIJ mettent en place des outils pédagogiques, le vrai du faux, savoir analyser une une de presse. Est-ce que ces outils très ludiques, finalement, c'est pas la meilleure porte d'entrée vers l'éducation aux médias à l'information? Qu'est-ce que vous en pensez du vrai du faux mis en place par le CRIJ, par exemple? Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Je pense que c'est très bien que ça se fasse dans ce cadre-là. Euh, pour moi, c'est-à-dire c'est nécessaire, mais pas suffisant. Voilà, il faudrait qu'il y ait d'autres choses par ailleurs, tout comme les pratiques en fait des individus sont très diversifiées et très hétérogènes et très complexes. Il faut que les dispositifs éducatifs soient à la hauteur en fait de ces pratiques. Donc ils doivent aussi être diversifiés, hétérogènes et complexes, c'est-à-dire se travailler sur différents terrains. Mais bien sûr, ces dispositifs-là, ils travaillent à ça, ils travaillent à amener chacun et chacune à se poser des questions. Les promeneurs du net, ces éducateurs du numérique qui maintenant exercent dans la vie numérique, dans la rue numérique, c'est aussi important d'être subtilement derrière les jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais. En fait, je rejoins tout à fait Hervé quand il disait, en fait, le numérique, c'est plus seulement un outil, c'est aussi un écosystème général. Donc, si c'est un outil, donc pour la partie où on va dire que c'est un outil, là, on peut faire de l'éducation transversale parce qu'on va prendre l'outil, on va essayer de le comprendre. Mais du fait que ce soit aussi un écosystème général, il va falloir cibler précisément. Donc voilà, il va falloir travailler de toute façon cette articulation. Donc ça fait partie de notre culture. Donc on a plusieurs portes d'entrée possibles et il faut toutes les exploiter parce que déjà on ne va pas toucher le même public, on ne va pas les toucher de la même façon. Et puis encore une fois, ça doit partir de leur pratique. Donc partant de là, il faut aller là où ils sont. Le mot de la fin, vous êtes plutôt optimiste quant aux citoyens du 21e siècle sur la notion d'EMI. On n'est pas une génération perdue. Déjà, moi, je suis toujours optimiste, donc voilà. Mais non, bah, bien sûr que non. Le truc, c'est qu'on apprend en faisant. Donc là, on est là, on est dedans, on essaye. Et puis, alors oui, ça fait 40 ans en fait qu'on parle d'éducation aux médias en France et qu'on lutte pour que ce soit quelque chose qui soit reconnu parce que ça touche à des enjeux grandissants. Ça fait 40 ans qu'on dit que c'est maintenant, c'est nécessaire et il faut s'y mettre. Oui, je suis optimiste parce que de toute façon, cet écosystème est tellement englobant qu'on ne peut plus, ne plus y faire attention. Merci beaucoup Marlène Loac pour Je vous cette en prie, j'espère conférence. que C'était passionnant. Merci beaucoup.